À Akron, en Ohio, un homme est abattu impitoyablement. Il n'a fallu que 15 ou 30 secondes. C'était un crime d'une grande insolence. L'individu savait ce qu'il faisait. Le crime mènera les policiers à un manoir qui dissimule les secrets d'une riche famille. They listen to the phones. What's waiting for me there anyway? Oh, you'll see. Il y avait un truc bizarre avec cette fillette. Les experts en criminalistique pourront-ils traduire l'assassin en justice? Cette reconstitution est basée sur le récit de témoins, les preuves de la police et les dossiers judiciaires. Le 16 juin 2001. La police d'Akron reçoit un appel. We have gunshot wound at BJ's Wholesale Club. Where is the victim? He is in his car at the gas station. A motorcycle drove up and shot him. He's got a gunshot wound to his face. He's bleeding profusely. Is he conscious? He barely. À l'arrivée des ambulanciers, la victime respire toujours. L'homme est transporté à l'hôpital tandis que les enquêteurs examinent la scène du crime. L'agression est survenue dans un quartier commercial près d'une autoroute achalandée. En ce samedi après-midi, l'endroit grouille de monde. Parmi les enquêteurs appelés sur les lieux, il y a Edward Moriarty et Vince Felber. On a appris que la victime est arrivée à la station-service et qu'elle s'est approchée de l'une des pompes. Elle a été suivie tout de suite par un homme sur une moto vert lime, noire et blanche. Le suspect est descendu de la moto, il s'est approché du véhicule de la victime, il a pris son arme et il a tiré. La balle est entrée dans la tête, elle est ressortie par le cou et elle est passée par la fenêtre du passager. Le suspect est reparti comme si de rien n'était. Les policiers apprennent que la moto est d'un modèle Ninja haut de gamme très rapide. Le suspect portait un casque noir. Des témoins ont vu quel chemin le motocycliste a emprunté pour s'enfuir. Un homme a vu la moto traverser une rue principale et se faufiler entre des édifices jusqu'à un boisé qui mène à une voie ferrée. Il y avait une voie d'accès qui lui permettait d'éviter la circulation. Elle conduisait à l'autoroute, quelques kilomètres plus loin. Déjà, c'était un comportement suspect. On a d'abord pensé à un cas de rage au volant. Mais les faits ne corroboraient pas cette hypothèse. Ça semblait être un meurtre intentionnel, planifié même. Les enquêteurs fouillent le véhicule. Ils trouvent le portefeuille de la victime. Jeffrey Zack. Z-A-C-K. Jeffrey Zack est un homme de 40 ans d'origine israélienne. Les policiers apprennent qu'il est décédé à l'hôpital. L'agression est devenue un meurtre. La recherche d'indices reprend de plus belle. Un des enquêteurs s'est placé de manière à regarder par la fenêtre du passager en suivant la trajectoire. Il a repéré la balle à environ 65 mètres. C'était notre seule preuve tangible à ce moment-là, et elle a joué un rôle clé par la suite. Avec une scène de crime aussi étalée, la balle meurtrière constitue une importante découverte. Elle pourrait les mener à une arme. Et l'arme pourrait les conduire à l'assassin.
Les enquêteurs réquisitionnent la vidéo de surveillance de la station-service, dans l'espoir d'y découvrir une piste. La récolte d'indices est plutôt maigre. Pour appréhender le meurtrier, ils ont besoin de plus d'informations sur la victime. C'est la mission de l'enquêteuse Bertina King. On a vérifié dans nos ordinateurs si c'était la bonne personne grâce à sa taille et à son poids. Bertina King constate que Jeff Zack a un dossier criminel. Son casier judiciaire fait état de 2 condamnations pour inconduite sexuelle, dont l'une est liée à un réseau de prostituées mineures. Des policiers sont déjà allés chez lui pour calmer une dispute conjugale violente. Les enquêteurs se demandent si le passé trouble de la victime pourrait expliquer sa mort. Il n'avait rien fait de très grave, il n'avait blessé personne. Mais il avait pu se faire un bon nombre d'ennemis. L'enquêteuse King s'est rendue au domicile de la victime. C'est une tâche très difficile et souvent émouvante. Elle doit d'abord apprendre à la famille ce qui s'est passé, puis tenter d'obtenir le plus d'informations possible. I'm afraid I have some terrible news. Brian, you better go upstairs to your room, okay, honey? I'm sorry to tell you this, but your husband was killed today. He was gunned down. I can't believe it. I can't believe this would happen. Elle était bouleversée. Elle disait que c'était impossible. Bonnie, is there anyone who might have wanted your husband dead? La policière ignore que la réponse à cette question provoquera une onde de choc dans la ville d'Akron et qu'elle dressera les autorités contre la famille la plus puissante de la ville. La veuve de Jeff Zack fournit un indice qui pourrait résoudre le meurtre audacieux de son mari. Bonnie m'a fait entendre un message. Bonnie Zack lui a parlé d'un appel enregistré sur leur répondeur. All right, buddy. You got one way out. So you just start answering your cell phone, okay? I'll be talking to you. Or should I call, your mom and dad's house in Arizona? Answer the phone, boy. Quand elle l'a entendu, elle a eu peur. L'appel était menaçant. Elle a dit que Jeff a eu peur aussi quand il a entendu le message. J'ai demandé si elle savait qui c'était. Ni elle ni son mari ne reconnaissaient la voix, selon elle. Leur fils ne peut identifier la voix non plus. Mais il aurait eu une conversation étrange avec son père. Hey, Brian? Yeah? I gotta tell you something, and you gotta listen to me. If anything ever happens to me, you look at Ed George. All right? Ed George, the owner of Tangier. Le Tangier est célèbre à Akron. C'est un restaurant inspiré du style Las Vegas, doublé d'un complexe de divertissement. Il appartient à la famille George depuis des années. C'était une famille très en vue et très riche. Ça piquait notre intérêt et notre curiosité. Ed George est marié à Cindy depuis 17 ans. Cette fervente chrétienne a 7 enfants et a déjà été finaliste au concours de beauté Madame Ohio. De l'extérieur, elle semblait être une mère idéale. Ed était un père idéal. Il semblait mener une vie de rêve. Bonnie Zack raconte aux policiers qu'elle et son mari connaissent la famille George depuis 10 ans. Bonnie et Jeff mangeaient au Tangier. Et Bonnie a remarqué que Jeff regardait Cindy George. Elle lui aurait dit qu'elle était trop bien pour lui. Et Jeff Zack aurait voulu relever le défi. Jeff Zack n'était pas le genre d'homme à renoncer. C'était un homme avec un ego de taille. How you doing? Thanks.
Jeff Zack se présente à la femme du millionnaire. Jeff Zack était un personnage intéressant. Il avait du charme, il savait comment parler aux gens, mais il s'emportait facilement. Il ne se gênait pas pour se servir des gens quand il voulait obtenir quelque chose. Les deux couples s'entendent tout de suite. Cette rencontre due au hasard se transforme en amitié durable. Jeff et Cindy s'entendent particulièrement bien pour le malheur de Bonnie. Le mariage des Zack était typique. Ils s'étaient beaucoup aimés au début et une distance s'était installée avec les années. C'est alors que Bonnie fait une déclaration stupéfiante. Elle raconte que Jeff et Cindy ont récemment mis fin à une liaison qui a duré près de 10 ans. Selon Bonnie, ils seraient devenus amis. Plus tard, elle a découvert que Jeff et Cindy entretenaient autre chose qu'une amitié. Si Bonnie dit la vérité, alors cette femme de la haute société est intimement liée à la victime du meurtre. Bonnie ajoute que Jeff était très contrarié par cette rupture. You make me sick. I can't stand you. Mais elle n'en sait pas plus. Elle remet à la police des photos de Jeff et du couple George. L'enregistrement du répondeur est ajouté aux preuves. Les enquêteurs doivent maintenant interroger Cindy George. Peut-être pourra-t-elle faire la lumière sur le meurtre de son ex-amant. Même si Bertina King sait que la famille George est riche, leur opulence l'étonne. J'étais époustouflée. C'était une belle maison, un manoir plutôt. La policière repère tout de suite une note discordante. Je regardais une photo de famille. Je me demandais pourquoi ils avaient tous le teint olivâtre et les cheveux noirs, sauf Cindy George et la plus jeune fille. Il y avait un truc bizarre avec cette fillette. Cindy George semble être sous l'effet de médicaments ou manquer cruellement de sommeil. Cynthia George? What can I do for you? Do you know this man? Yes? We'd like to talk to you about the death of Jeff Zack. Elle disait que son mari n'était pas là. J'ai dit, c'est à vous qu'on veut parler. Il était allé à un mariage et il reviendrait bientôt si on voulait lui parler. J'ai répété, on veut vous parler. Cindy reste évasive. Plus l'entrevue progresse, plus elle est agitée. On voyait que c'était une femme éduquée. Elle nous parlait sans problème. Mais dès qu'on posait une question au sujet de Jeff Zack, sa voix faiblissait. We met at the Tangiers restaurant, my husband's restaurant. How long have you known him? About 10 years. Has he ever been here on his own? I don't feel comfortable talking about this without my husband here. On avait l'impression qu'il était le roi du manoir et qu'il fallait absolument passer par lui. Were you with your husband yesterday? Look, I told you I do not feel comfortable talking about this without my husband. Cindy George met un terme à l'entretien. Elle a seulement répété qu'ils étaient amis avec le couple Zack. C'est tout. I'm gonna make the call. Vince Felber contacte Ed George. Yeah, Mr. George. This is Detective Felber at the Akron Police Department. We understand you're acquaintance of Jeff Zack?
Ed George m'a dit qu'il n'arrivait pas à croire ce qui était arrivé. Je lui ai demandé de venir au poste avec sa femme pour répondre à quelques questions. Yeah, I can be there in 30 minutes. Une demi-heure plus tard, c'est son avocat qui est venu nous dire que la famille George ne ferait aucune déclaration. L'un des hommes les plus riches de la ville a décidé de faire obstacle à l'enquête. Quand un individu mêlé à un crime refuse de nous parler et envoie son avocat, ça éveille nos soupçons. Les enquêteurs se demandent si le silence des George signifie que l'un des deux, ou encore les deux, sont responsables de la mort de Jeff Zack. Cindy a déjà menti en niant leur liaison. Anything more than friends? No, just friends. La liaison de Jeff et Cindy pouvait constituer un mobile pour le meurtre. L'équipe scrute en vain la vidéo de surveillance de la station-service. Les images de la caméra étaient très floues et inutiles. On voyait une silhouette, mais on arrivait à peine à distinguer que c'était un motocycliste. L'enquête prend de l'ampleur et l'équipe a besoin de renforts. Dave Whidden vient leur prêter main forte. Il interroge les associés d'Ed George et enquête sur tous les suspects potentiels. On a essayé de parler à un grand nombre de proches des George, mais personne ne voulait coopérer. Bertina King épluche les relevés du cellulaire de Jeff Zack à la recherche de liens avec des suspects ou des témoins. L'équipe cherche surtout à identifier l'individu qui a menacé Jeff sur son répondeur. L'appel provenait d'un téléphone public, près d'une station-service. C'était suspect en soi. Le rapport balistique conclut que c'est une balle chemisée à pointe creuse. Ils ne pouvaient préciser le calibre, mais ils nous ont donné les caractéristiques des armes qui auraient pu être utilisées. Les enquêteurs découvrent que Jeff et Cindy se sont parlé très souvent, même après la fin présumée de leur liaison. Sur les relevés téléphoniques de Jeff, on voyait le numéro de cellulaire de Cindy et celui de sa maison. On cherchait d'autres mobiles, mais on revenait toujours à la famille George. Les autorités réussissent à obtenir un mandat pour examiner les documents financiers des George, mais leurs avocats font toujours de l'obstruction. Aucun des proches du couple ne coopère avec la police. Les George ont dit à leurs associés, à leurs amis et à leurs parents de ne pas parler aux policiers au sujet de Jeff Zack, de Cindy George et ses relations. Ils ne devaient pas collaborer à l'enquête. Finalement, les enquêteurs réussissent à interroger une personne très proche de la famille, leur ex-gouvernante. Is there anything else that you can tell me? Elle a commencé par avouer que Ed George lui avait dit de ne pas parler après l'homicide. Mais comme c'était une femme indépendante et volontaire, elle voulait répondre à nos questions. C'est la personne la plus proche de cette famille à qui nous avons pu parler. Elle a pratiquement élevé leurs enfants. Elle dresse le portrait d'une femme docile, désorientée et dominée par un Jeff Zack très agressif. Ed George la négligeait et passait le plus clair de son temps au Tangier. Jeff Zack venait à la maison à n'importe quelle heure. Elle ajoute que Jeff Zack ne prenait pas la peine de cacher sa liaison aux enfants. De plus, Cindy rentrait parfois chez elle en ayant l'air d'avoir été malmenée.
Ces déclarations sur le tempérament colérique de Jeff concordent avec celles de son épouse. Now take your clothes off. Les enquêteurs apprennent également qu'après la fin de la liaison, Jeff Zack a harcelé la famille par ses appels téléphoniques, dont certains étaient destinés à Ed George. Bertina King veut savoir pourquoi Cindy a laissé durer une situation aussi explosive. La gouvernante explique que Jeff menaçait de lui enlever sa plus jeune fille si elle le quittait. Why would he do that? Because he's the father. La policière avait tout de suite remarqué une anomalie sur la photo de famille des George. Les déclarations de la gouvernante confirment ses soupçons. 6 des enfants ont le teint olivâtre et les cheveux noirs, y compris les 2 enfants adoptés. Par contre, la plus jeune ressemble à Jeff Zack. Pour prouver que Jeff Zack est bel et bien le père, Vince Felber présente une requête aux avocats des George. Après 2 mois de rebuffade, les enquêteurs peuvent enfin exiger un test de paternité. You better have good grounds because you know I'm going to contest this. Les résultats ont confirmé que Jeff Zack était le père de cet enfant. Cette révélation extraordinaire semble un bon mobile pour un meurtre. S'il est plus difficile d'imaginer la frêle et vulnérable Cindy en meurtrière, ce n'est pas le cas pour son mari. Avec tous ces éléments, la police ne pouvait que soupçonner la famille George de cacher des informations sur ce meurtre. Dave Whidden résume les données de l'enquête. On avait établi certains faits. Ils ont eu une liaison. Il y a eu une rupture, du harcèlement. Jeff Zack était le père d'un de ses enfants. Mais on ne possédait pas assez de preuves pour confirmer que Ed George ou Cindy George étaient des suspects. Les policiers se demandent qui a appuyé sur la gâchette. Cindy George avait le motif idéal pour se débarrasser de son amant devenu persécuteur. Mais tous les témoins ont affirmé que le tueur était un homme de forte stature. Ed George a été trompé pendant des années et il élevait l'enfant de Jeff Zack. C'est un mobile évident. De plus, il correspond à la description du tueur. Cependant, il a un alibi. On a demandé à Ed George où il était au moment du crime. Il a dit qu'il y avait eu un incident au restaurant au moment du meurtre. Les enquêteurs confirment ces déclarations. Mais Vince Felber sait que s'il n'a pas appuyé sur la gâchette, Ed George peut quand même être impliqué. En fait, Cindy a pu aussi faire appel à un complice. Ou encore, le meurtre a pu être commandité par le couple. D'une façon ou d'une autre, un assassinat commandité expliquerait le professionnalisme du meurtrier. Quelqu'un a pu être engagé pour le tuer. Après des mois d'enquête, les policiers ne peuvent compter que sur des rumeurs et des suppositions. On était bloqués. Il n'y avait aucune piste. L'enquête piétinait. Les enquêteurs ont besoin de preuves tangibles pour avancer. S'ils veulent prouver qu'un tueur a été engagé, ils doivent d'abord le retrouver. Des mois passent sans que rien débloque. Puis, un coup de fil change la donne. On enquêtait depuis 1 an, à quelques jours près, quand on a fait une véritable percée. Un homme prétend sortir avec une femme qui sait qui a tué Jeff Zack. Vince Felber et Dave Whidden s'empressent d'aller interroger Christine Todaro. Yeah. I'd like to ask you a few questions about the death of Jeff Zack. We come in?
Au début, j'ai gardé le silence. Mais quand ils sont partis, j'ai décidé de leur dire tout ce que je savais. Christine Todaro affirme que le meurtrier de Jeff Zack est son ex-mari John Zaffino. John Zaffino était un col bleu. Ce n'était pas l'homme le plus intelligent du monde, mais c'était un dur. Elle le décrit comme un homme violent et colérique. Elle nous a raconté qu'il a frappé son fils au visage et l'a assommé. Quand elle a commencé à crier, il a pris son bras, l'a serré dans son dos en disant qu'il allait lui casser. Et c'est ce qu'il a fait. On lui a demandé pourquoi elle le croyait coupable. Elle a raconté qu'il l'avait mise en garde contre un Israélien aux cheveux blancs. Elle a vu ensuite toute l'histoire du meurtre de Jeff Zack dans les journaux. J'ai lu le premier paragraphe de l'article. On parlait d'un Israélien aux cheveux blancs. Il avait été tué par un motocycliste. J'ai su tout de suite que c'était John. You think you can identify the voice on this tape? I can try. Dave Whidden lui fait entendre le message du répondeur de Jeff. All right, buddy. You got one way out. J'ai été étonnée de voir qu'il avait été assez stupide pour laisser un message. It is definitely his voice. Vince Felber pose alors une question cruciale. What difference would it make to your husband that Jeff Zack is seeing Cindy George? Well, because he was seeing her too. Christine Todaro nous affirmait que John sortait avec Cindy George. Elle avait une liaison avec le tueur à gages. C'était un revirement inattendu. Les enquêteurs apprennent des amis et des associés de Zaffino que sa liaison avec Cindy a débuté à l'été 2000, un an avant le meurtre de Jeff. Ils découvrent que Cindy donne souvent de l'argent à Frank Zaffino et qu'elle lui a acheté un cellulaire destiné exclusivement à l'appeler. Entre son mari indifférent et son amant violent, Cindy a peut-être cherché du réconfort auprès de Zaffino, qui aurait entrepris de la sauver. Peut-être aussi que l'image de femme faible et dominée n'est pas exacte. Cindy est peut-être une femme en pleine possession de ses moyens qui a réussi à persuader Zaffino. I have a little problem that I need you to help me with. Les enquêteurs veulent désespérément mettre la main sur les relevés téléphoniques de Zaffino et sur tout ce qui peut le relier à Cindy George. Ils cachent même un micro sur Christine Todaro et lui demandent d'aller parler à Zaffino, qui sait déjà que la police s'intéresse à lui. Ils ont mis un micro dans ma voiture et dans la poche de mon pantalon. Elle tremblait. Elle avait peur de le rencontrer. C'était très stressant pour elle. Je ne lui faisais pas confiance, il me faisait peur. La rencontre s'annonce plutôt mal. Ils ont commencé à parler. Elle a remarqué une petite boîte noire et lui a demandé ce que c'était. Zaffino a répondu que l'appareil détectait les fréquences radio pour s'assurer qu'elle ne portait pas de dispositif d'écoute. Elle a pris la boîte et l'a jetée sur le siège arrière en lui disant « Tu devrais avoir confiance en moi plutôt qu'en Cindy George ». John Zaffino n'a jamais avoué directement qu'il était coupable. Mais il a dit « Ne parle pas de ça, la police écoute ». Il était paranoïaque. John m'a demandé si des policiers étaient venus me voir. Et il m'a dit de ne rien dire au téléphone parce que toutes ces conversations étaient sous écoute. La conversation convainc les enquêteurs que Zaffino est impliqué dans le meurtre.
Ils mettent les bouchées doubles pour accumuler des preuves. Les policiers découvrent le nom de jeune fille de Cindy sur le bail de l'appartement de Zaffino. Son dossier d'immatriculation indique qu'il possède une moto. Les enquêteurs se rendent au magasin où il l'a achetée. Un des enquêteurs a interrogé la vendeuse qui lui a vendu la moto. Elle se souvenait qu'il voulait la moto la plus rapide qu'ils avaient. De plus, il a mentionné qu'il ne l'aurait pas longtemps. On a appris qu'il avait payé 5 287 $ comptant. C'était un détail intéressant. En cherchant sur Internet la photo du modèle de la moto, les policiers font une trouvaille. On a retrouvé la moto qu'il avait eue en sa possession. Plus précisément, ils découvrent que la moto de Zaffino est en vente en Pennsylvanie. Vince Felber apprend que Zaffino s'y est rendu après le meurtre pour remettre la moto à une autre ex-femme. Il n'avait plus de véhicule pour revenir en Ohio. Son ex-femme nous a dit qu'il a appelé sa copine Cindy pour qu'elle vienne le chercher. Cindy lui aurait aussi donné de l'argent pour l'essence et l'hôtel. L'affaire se précise. Les policiers vérifient les relevés bancaires de Cindy George et trouvent un lien avec la moto. Elle a retiré 5 300 $ juste avant que Zaffino l'achète. C'est le montant qu'il a payé à quelques dollars près. C'était un nouveau lien entre John, le motocycliste, et Cindy. L'affaire se précisait de plus en plus. Les déclarations des amis et des associés de Zaffino mènent les enquêteurs à une entreprise de camionnage où il travaillait avec un certain Bob Cole. Bob Cole nous a dit qu'il avait vendu 2 revolvers à John Zaffino. Selon Cole, Zaffino serait venu acheter un deuxième revolver. Il avait perdu le premier dans un bois. Quand il lui a vendu le revolver, il a conseillé à John de ne rien faire de stupide, parce qu'il parlait d'un gars qui embêtait sa petite amie. Bob Cole avait peur qu'il se serve de l'arme contre cet homme. La deuxième arme était un revolver de calibre 38. On a vérifié le rapport balistique, et l'une des armes qui aurait pu tuer Jeff était un revolver de calibre 38. En achetant les armes, il lui a demandé quelles seraient les meilleures munitions. Cela correspond à la balle trouvée sur la scène du crime. C'était des informations précieuses. Bob Cole ajoute que le jour du meurtre de Jeff Zack, il était avec Zaffino et d'autres à un salon de l'auto. Toutefois, aucun d'eux ne se rappelle l'avoir vu avant 13h30, soit 90 minutes après l'assassinat. Les enquêteurs en savent assez. En septembre 2002, on procède à l'arrestation de John Zaffino. Il nie en bloc. Il dit même n'avoir jamais rencontré Jeff Zack. Les preuves s'accumulent. La dernière sur la liste provient d'une gardienne du parc national de la vallée de Cayuga. Elle a reconnu la photo de John Zaffino dans le journal et rapporte un incident bizarre qui est survenu quelques semaines avant le meurtre. Elle faisait sa ronde dans le parc, tard le soir. Elle a vu une voiture dans un stationnement. Elle était vide. Mais il y avait un étui de revolver sur le siège avant. Elle a cru que quelqu'un voulait peut-être se suicider dans le bois. Zaffino est alors sorti du bois. Zaffino raconte qu'il attendait sa petite amie mariée.
Quand la gardienne lui parle de l'étui, il répond que l'arme est en sécurité chez lui. Elle n'avait aucune raison de l'arrêter, alors elle l'a laissé partir. La gardienne ajoute qu'une semaine après l'incident, un cueilleur de champignons a trouvé un revolver dans la forêt, à l'endroit où Zaffino se cachait. Le revolver est remis à la police. On a pu démontrer que le revolver trouvé dans le bois où John Zaffino s'était caché était celui que Bob Cole lui avait vendu. C'était l'arme que Zaffino affirmait avoir perdue dans un parc. Les enquêteurs tentent de comprendre ce que faisait John Zaffino au parc de la vallée de Cayuga la nuit avec un revolver chargé. Ils se demandent s'il y a un lien avec la mort de Jeff Zack. Une découverte lors de la fouille de l'appartement de Zaffino apporte un éclairage fascinant sur ce mystère. On a trouvé dans un classeur des relevés pour 2 téléphones. Les 2 numéros de téléphone n'avaient que 2 chiffres de différence. Les enquêteurs repèrent des appels entre Zaffino et Cindy George, y compris le soir de l'incident du parc. Ils comparent ces relevés avec ceux du cellulaire de Jeff Zack le même soir et constatent une coïncidence étrange. On avait étalé les relevés devant nous et on s'est aperçu que Cindy parlait à Zack avec un téléphone et à Zaffino avec un autre téléphone en même temps. Les relevés téléphoniques permettent aux enquêteurs de reconstituer l'incident du parc. John Zaffino est dans le parc et armé quand il parle à Cindy. Et Cindy parle en même temps à Jeff Zack avec un autre téléphone. Elle le mène à Zaffino. L'enchevêtrement des appels permet de croire que ce qui se tramait, en fait, c'était le meurtre de Jeff Zack. Jeff? John, are you there? I'm here, babe. Okay, stand by. Jeff, sweetie, where are you? I thought you were coming to see me at the park. I'm coming as fast as I can. Well, what's waiting for me there anyway? Oh, you'll see. Okay, he's on his way. That's right, baby. Keep working it. Keep getting there. Okay, I'm on it. Jeff, sweetie, hurry up, all right? Because I really miss you. And I don't have all night. Yeah, I'm entering the park now. I'm almost there. That's right. It'll all be over soon. Hello? Park Ranger. Damn, we're busted. Call it off. Call it off. Jeff, sweetie, could you just hang on a sec? Quand la gardienne découvre Zaffino, leur plan échoue. Les relevés téléphoniques révèlent aussi que Cindy était en contact avec Zaffino pendant qu'il achetait la moto. On a déterminé qu'avant de retirer l'argent, elle a parlé à John. Après avoir retiré l'argent, elle a parlé à John. Et après avoir acheté la moto, John a appelé Cindy George. Les appels de la journée du meurtre de Jeff Zack sont tout aussi incriminants. On a découvert que John Zaffino et Cindy George se sont parlé 7 minutes avant le meurtre. Et aussi une vingtaine de minutes après le meurtre. John? It's a beautiful Saturday, babe. Pour les enquêteurs, il semble évident que Cindy George savait ce qui se tramait ce jour-là et les jours qui ont précédé le meurtre. Toutefois, ils n'ont pas assez de preuves pour l'accuser. Le procès de John Zaffino commence le 26 février 2003 et ne dure que 2 semaines. Le jury le déclare coupable et il est condamné à la prison à vie. Cependant, bien des gens considèrent que l'affaire n'est pas terminée. Après la condamnation de John, les procureurs ont parlé au jury. Et ceux-ci ont demandé pourquoi Cindy n'était pas en prison et pourquoi on ne l'avait pas arrêtée. Pendant plusieurs mois, les journalistes ont demandé aux policiers et aux procureurs quand ils allaient accuser Cindy. C'est ce que le public voulait.
À partir de là, on a cherché d'autres preuves. Pendant 22 mois, les autorités surveillent la correspondance de Zaffino en prison. Des douzaines de lettres sont adressées à Cindy George et s'avèrent incriminantes. I too would like to speak with you, if only a few words. We must, though, listen to counsel. God is also working through them, too. Pray for their wisdom. We cannot make one mistake. Quand elle dit de prier pour leurs avocats et de l'importance de ne pas faire d'erreur, à mon avis, il cache quelque chose. On dirait qu'elle encourage Zaffino pour l'empêcher de s'effondrer et d'aller tout dévoiler à la police. Les policiers surveillent également les appels de Zaffino qui expriment sa frustration envers Cindy et son mari. I've had it now, that's it. So they are going to help me, or else. Okay. If I start making phone calls, it's going to happen. Les policiers apprennent que le couple George a payé les frais de défense de Zaffino. Ils pensent avoir rassemblé assez de preuves pour arrêter Cindy. Malgré tout son argent, son mari est incapable de la protéger. Mais le dénouement de cette affaire réserve encore quelques surprises. Le 14 novembre 2005, Cindy George subit son procès. Elle est accusée de complot en vue de commettre un meurtre et de complicité de meurtre avec circonstances aggravantes. Défendue par les meilleurs avocats d'Akron, Cindy George renonce à un procès devant jury. La juge Patricia A. Cosgrove préside le tribunal. En plus de la tâche d'entendre l'affaire, j'avais le fardeau de rendre un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité en me basant sur les preuves. C'était un lourd fardeau. Les enquêteurs témoignent et présentent les preuves rassemblées péniblement au cours des 3 années précédentes, dont les lettres incriminantes. We must, though, listen to counsel. Pray for their wisdom. We cannot make one mistake. Les appels où Zaffino dit explicitement que les George ont payé sa défense. Big lawyers, big ones. And they're going to pay for it. Just tell them they're going to pay for it. Call them, get the price, and tell the Georges, write a check. Le principal atout des enquêteurs, ce sont les relevés téléphoniques qui lient Cindy George à ses 2 amants le soir de l'incident du parc et dévoilent un complot entre elle et John Zaffino pour tuer Jeff Zack. Ils présentent une situation que la défense ne pouvait pas expliquer. C'était évident pour nous et pour la juge qu'ils tentaient d'attirer Jeff Zack jusqu'au parc. Son fidèle mari est toujours à ses côtés et continue de clamer son innocence. Je n'arrivais pas à déterminer ce qu'il savait des liaisons de sa femme. Mais quand on tient compte des centaines d'appels qu'elle a reçus, un individu d'intelligence moyenne se douterait qu'il ne s'agit pas seulement d'amitié. Les avocats de Cindy George la montrent comme une victime naïve qui ignorait tout. Ils mentionnent qu'elle avait constamment peur qu'il lui enlève sa fille. Elle serait une victime, pas une criminelle. Après 9 jours d'audience, c'est à la juge Cosgrove de décider quel est le véritable visage de Cindy George. Tout le monde était dans l'expectative ce lundi matin. Quand Cindy George est entrée, elle semblait calme et confiante. Elle embrassait les gens qui l'avaient soutenue, elle les rassurait. Quand j'ai commencé à lire mon jugement, on sentait la tension dans la pièce. La juge Cosgrove commence par l'accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Pour cette accusation, j'ai déclaré Madame George non coupable. Il y a eu des acclamations.
Cindy George était très heureuse. Elle embrassait ses avocats. Puis la juge a interrompu les réjouissances en rappelant qu'il lui restait un autre verdict à prononcer. Based on the totality of the evidence produced at trial, the court finds beyond a reasonable doubt that the defendant, Cynthia Rohr George, is guilty. The court hereby impose a life sentence. Your parole eligibility will be at 20 years. Elle est passée du rire aux larmes. Ses enfants étaient là. Ils ont été complètement bouleversés par le verdict. Je vous assure que ma décision aurait été la même si j'avais jugé cette affaire cette semaine ou l'an dernier. Cindy George écope de 23 ans de prison pour son rôle dans le meurtre de Jeff Zack. Ses avocats font immédiatement appel. 16 mois après cette condamnation à la prison à vie, la Cour d'appel de l'Ohio renverse le verdict et libère Cindy George. Okay, stand by. À ce deuxième procès, les avocats ont convaincu le juge qu'il n'y avait aucun moyen de connaître la nature des conversations entre Cindy George et ses deux amants, donc aucune preuve qu'elle complotait avec son nouvel amant pour qu'il tue Jeff Zack. Et que rien ne prouve qu'elle a comploté avec Zaffino la journée du meurtre. Ce jugement est effarant. Je ne crois pas que le public se rende compte à quel point il est ridicule. Ce fut un choc pour nous de voir que la Cour d'appel a analysé les mêmes faits et en est venue à une conclusion opposée. Ça nous a renversés. La requête de l'État pour une révision est rejetée par la Cour suprême de l'Ohio. Cindy George ne purgera jamais de peine pour le meurtre de Jeff Zack. Elle a été jugée et condamnée, mais le jugement a été cassé. Les procureurs n'auront pas de seconde chance. John Zaffino n'est pas aussi chanceux. Il ne peut pas demander sa libération conditionnelle avant 2026. Un mari et un père a disparu. Peu importe ce qui arrive à John Zaffino, il ne reviendra jamais.